Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre. Et pour ce jeudi, vous retrouvez votre émission favorite de débat, d'échange, parfois musclé, parfois aussi tout doux, faut pas croire. Sans langue de bois, pour vous parler de quoi? Dans l'actualité, ça a été la question du coût de la data en Côte d'Ivoire. Ils ont été nombreux à dire non, la Côte d'Ivoire fait partie des pays pratiquant un coût extrêmement cher. Il y a eu donc un combat entre autorités de régulation, opérateurs et bien sûr consommateurs. Et puis on s'est posé la question, où sont les organisations des consommateurs dans toute cette histoire? Ce soir, nous recevons celui qui se présente comme le matador de la vie chère. Il est avec nous. C'est bien sûr Marius Komoé, qui est le président du Conseil national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Marius Komoé. Bonsoir. Je l'ai dit donc d'entrée en présentant cette émission, vous étiez un tout petit peu aux abonnés absents, non, dans ce combat-là qu'ont mené quelques personnes sur Internet à propos du coût de la data. Aux abonnés absents, je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas? Non, dès lors que la question relative justement au prix fixé pour l'Internet en Côte d'Ivoire, y compris de la téléphonie mobile, n'est pas une question qui a démarré hier. C'est un combat que nous menons depuis des lustres, bien avant l'avènement des 3 opérateurs. À l'époque, avec l'opérateur historique, dont je préfère taire le nom, nous nous sommes plaints avec nos dévanciers qui nous ont précédés dans la lutte contre... de toutes les façons, avec la concurrence, les prix avaient baissé. Donc, Non, les prix avaient baissé, mais certaines pratiques dans le secteur du monde des télécommunications constituaient pour nous des préoccupations, des violations flagrantes des droits du consommateur et des intérêts du consommateur qui étaient mis à mal. Non, mais j'ai le sentiment que vous étiez en train de prêcher dans le désert, parce qu'il a fallu là un élu de la nation, en plus quelques 2 ou 3 journalistes, pour qu'on parle de cette question et qu'on réagisse même au plus haut sommet de l'État. Moi, je me demande bien, finalement, quelle est l'influence des associations de consommateurs? Vous ne savez pas sans doute à grand-chose. Soyez rassurés d'une grande chose. Oui. Un élu de la nation porte la voix des populations à la nation, dans la nation. C'est ça aussi son rôle. Il est certes élu par une circonscription électorale, mais dans l'exercice de ses fonctions d'élu, surtout des députés, il assume la charge de porter donc les mécontentements, les angoisses, les peines, les souffrances des populations au sein de l'hémicycle et partout où besoin se fait. Ça, on pourra en discuter sans doute avec lui-même. Donc, est-ce qu'on ne peut pas critiquer sa méthode? Est-ce que sa méthode est la méthode d'un élu ou la méthode d'une association de consommateurs? On aura l'occasion d'en parler. Soyez rassurés d'une chose. Oui. En tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, notre rôle n'est pas justement ce que certains auraient voulu que nous soyons, des opposants à un régime. Nous ne sommes pas opposés à un régime, quel qu'il soit. Nous sommes des partenaires aux différents régimes qui se succèdent à la tête d'un pays. Dès lors que nous portons la voix des populations, nous les portons auprès de qui? Auprès des décideurs. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas être opposant à un décideur et aller lui demander de faire votre bonheur. Non mais attendez, vous me dites que vous êtes partenaire. C'est bien pour ça qu'il se raconte que vous avez participé justement aux différents travaux au niveau de la RTCI. Vous avez des représentants des consommateurs. Ils n'ont jamais rien dit. Donc quelque part, vous êtes au-delà même d'être partenaire. Est-ce que vous n'êtes pas complice de cette affaire? Vous vous trompez largement. Oui. En effet, à la RTCI, nous nous sommes battus justement pour que les consommateurs y soient représentés dans le conseil de régulation. Nous n'avons pas eu gain de cause. Vous n'avez pas eu gain de cause? Du tout, aucunement. D'ailleurs, à l'époque, je ne voudrais pas citer des noms, je faisais partie justement de ceux qui ont représenté les organisations de consommateurs à ces ateliers, à ces séminaires, où nous avons élevé la voix. On ne peut pas réguler un secteur d'activité aussi important comme celui des télécommunications, de l'Internet et donc de l'économie numérique, et puis exclure les bénéficiaires de toute la politique de développement du secteur, qui ne sont autres que les consommateurs. Marius Komoé, vous êtes en train de me dire quoi? On vous convoque pour des ateliers, des réflexions, avec petit four évidemment, et puis quand il s'agit de prendre les décisions au cœur du conseil de régulation, vous n'y êtes pas, c'est ça? Je voulais vous rassurer d'une chose. On ne va pas dans ces ateliers et des séminaires en villégiature. Nous y allons pour exprimer le mécontentement des populations. Il revient au pouvoir public, à ceux qui ont pris le destin du pays entre les mains, qui dirigent l'appareil étatique, d'honorer leur engagement
en nous écoutant, en répondant favorablement aux besoins, aux souffrances, aux mécontentements que nous exprimons de tout temps et en tout lieu. Marius Comoué, je vous prends au mot, vous dites qu'il appartient au pouvoir public de vous écouter, mais quand on ne vous écoute pas, on n'a pas le sentiment que vous avez les moyens de faire pencher la balance en votre faveur. C'est ça le problème. Je vais vous dire une chose. Sans moyens. Mais même le député qui a élevé la voix, dont vous faisiez cas tantôt, il a eu même un collègue député qui s'est opposé à une prise de position d'intérêt national. Oui, mais en démocratie, chacun peut avoir son avis. Non, là, la démocratie, elle n'est pas une démocratie. Nous sommes loin d'être dans une démocratie, je suis désolé. Quand un problème, par exemple, d'augmentation du prix du carburant suscite beaucoup d'angoisse, beaucoup de peine au sein de la population, quand les prix des produits des denrées de grande consommation prennent l'ascenseur, mais nous sommes dans un cas d'espèce de difficulté servie aux populations. Mais vous verrez toujours certains, sous prétexte d'être dans un monde de démocratie, dire qu'eux, ils ne se sentent pas concernés dans le combat. Ça, tout à l'heure, disent... Vous caricaturez un peu quand même, Marius Comoué. Mais non du tout. Quand vous vous plaignez du coût du carburant et que certains pensent que ce n'est pas forcément lié à la conjoncture intérieure et que c'est lié à une conjoncture extérieure, est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer? On n'est pas en dictature. Je vais vous dire une chose. Oui. Dans tout État, lorsque le prix d'un produit de grande consommation voit son prix prendre l'ascenseur, nos gouvernants, qui ont en charge de faire notre bonheur, ont l'obligation, je ne dis pas qu'ils ont le devoir, je dis qu'ils ont l'obligation de faire en sorte que la flambée du prix de ce produit, fût-il un produit de grande consommation sur le marché mondial, dont les répercussions sont ressenties au niveau national, eu égard à la fixation du prix, qui a pris l'ascenseur, nos États ont l'obligation de trouver des solutions palliatives au niveau national au fin d'attendrir les besoins, au fin d'attendrir le pouvoir d'achat du consommateur trop mis en mal. Puisque vous avez ouvert ce sujet-là, je vais finir avec la date avant qu'on aborde ça, mais parlons-en. Marius Comoué, vous regardiez où? Le gouvernement vous dit que nous avons mis plus de 62 milliards pour permettre aux Ivoiriens de supporter le coût de la hausse du carburant à l'international. Vous dites non? Non, Marius, je n'ai jamais dit non, monsieur. Écoutez, je suis en train de vous dire qu'au niveau du carburant, par exemple, le gouvernement n'était pas partant pour une diminution, pour une baisse drastique de ce prix. Au final, c'est ce qui a été fait. Au final, non, parce que justement, nous sommes intervenus. Nous nous sommes opposés justement au prix du carburant, du super sans-plomb, était à 1014 francs. Ça devrait être ça le prix réel à la pompe. Et nous nous sommes dit, mais à ce prix-là, ce n'est pas normal. Et nous nous sommes battus avec des arguments. Et au final, nous avons demandé à l'État de subventionner à hauteur de 55 milliards. Et donc, si je comprends bien, je fais un peu le résumé de vos propos, c'est aussi grâce à vous, ça fait partie de vos résultats, que le gouvernement a agi pour maintenir le prix du carburant. Vous êtes journaliste, je prends pour preuve nos déclarations. On fait une déclaration parce que nous sommes assez responsables pour comprendre que l'État a fait au moins des efforts. Et donc, il faut pouvoir naturellement apporter cette information aux populations. Mais dans le cas des data, eh bien, la structure en charge justement de la gestion du monde des télécommunications en Côte d'Ivoire suscite encore en nous beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension. Qu'est-ce que vous reprochez quand même? J'imagine que ce sont des experts, ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont posé justement la problématique du secteur pour permettre justement à ce secteur d'être viable, et vous dites non, qu'ils n'ont pas fait leur travail? Contrairement à la direction générale, qui est une structure sous l'autorité du Conseil de régulation. Très bien. La première autorité de l'organe de régulation, c'est le Conseil de régulation. C'est l'instance suprême. Vous avez environ 7 à 8 membres, pas plus. Et ces 7 membres ont à leur tête un président. Très bien. Eh bien, nous aurions souhaité que tous ceux qui sont nommés pour réguler un secteur aussi important que celui des télécommunications, de l'Internet et de l'audiovisuel qui constituent l'économie numérique soient des experts du secteur. Le dire, c'est pour préserver mieux les intérêts des différentes parties. Vous parliez tantôt de mettre des experts. Oui. Est-ce que vous êtes sûr, quand vous regardez le statut des personnalités qui composent la RTCI, le Conseil de régulation, tous sont des experts du monde je n'ai pas besoin de prendre tous. Quand vous avez à la tête de ce Conseil de régulation un ancien ministre, quand même docteur, médecin de son État, vous n'allez quand même pas me faire comprendre qu'il n'a aucune notion d'analyse de l'importance, sachant que c'est un homme politique. Un homme politique n'a pas besoin d'être un technicien pour comprendre les enjeux d'un secteur. Votre raisonnement est totalement erroné. Dites-moi pourquoi. Mais c'est pour la simple raison que les nominations d'ordre politique pour diriger un ministère
qui aura forcément besoin de s'entourer dans ses départements ministériels de compétences et donc d'un manager, n'a rien à voir avec un secteur où on parle de technicité, où on a besoin de gens qui ont une formation dans le domaine. C'est très différent. Vous pouvez être nommé ministre à un poste qui n'est pas forcément de votre domaine de formation académique. Voilà, ça c'est clair. Vous êtes d'accord avec ça, mais pour ce qui concerne la RTCI, mais pour ce qui concerne les organes de régulation en général, oui, il y a des écoles de formation d'experts en régulation, assorties de diplômes supérieurs. Très bien. En Côte d'Ivoire, vous avez des intellectuels qui ont des masters, qui ont des doctorats en régulation des marchés publics et en économie. Oui, mais voilà. Cela forcément... En économie numérique, j'allais dire. En économie numérique, bien sûr. Cela forcément, ne me dites pas que ce ne sont pas des experts qui sont associés aux prises de décision. Parce que le conseil de régulation, il ne travaille pas dans son petit coin. Vous savez que Non, je finis là-dessus. Il ne travaille pas dans son petit coin sans prendre l'avis des experts. Il y en a à la RTCI. Et je pense que tout cela... mais s'ils prenaient l'avis des experts, ils auraient compris qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une loi. Une loi qui porte sur la concurrence et qui interdit justement d'induire des opérateurs économiques d'un secteur pour un régulateur de s'entendre pour fixer le prix d'un produit. C'est contraire à la loi. Mais voyez-vous qu'on n'a pas besoin d'être expert en télécommunication pour ça. Vous considérez-vous, justement, s'ils ont violé la loi sur la concurrence, ça veut dire qu'ils ne sont pas outillés. C'est juste une question de principe et de respecter la loi. Si vous considérez cela, non, je vais vous dire, s'ils avaient quand même connaissance de ce que veut dire la concurrence qui impose de laisser le libre marché, le marché fixer les prix, la concurrence fixer les prix et extirper au sein de cette concurrence les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques violant toutes les règles de commerce, toutes les règles de bonne concurrence, eh bien on ne demanderait pas à des acteurs d'un secteur de s'entendre pour fixer leur prix, le prix de leurs prestations, de leurs offres et de leurs services aux consommateurs. Vous savez bien pertinemment que le prix n'a pas été fixé. Ils ont une fourchette de prix dans laquelle on leur demande... On ne fixe pas justement de fourchette. C'est interdit par la loi, vous nous dites. On ne fixe pas justement de fourchette dans un monde de concurrence. Mais ça reste une interprétation parce que, attendez, Marius Komoé, vous n'allez pas nous dire que là où l'État peut jouer sur des leviers, c'est comme dans le cacao, l'État aurait pu dire acheter le prix du cacao, ou du moins acheter le cacao, pardon, au prix que vous voulez, mais l'État impose un prix. Attention, donc je pense qu'il y a des éléments de souveraineté qui permettent justement à l'État, à travers ses acteurs de régulation, de faire des choses. Et ça, vous n'allez pas être contre. Je vous en prie. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité pour lesquels, justement, l'État a la même mise sur la fixation des prix de ces produits. Vous me rejoignez, mais il n'en demeure pas moins que sur la data, sur le secteur des télécommunications, je vais vous poser clairement la question. Vous pensez que le régulateur n'a pas à faire la pratique qu'il fait en ce moment pour ce qui concerne justement la fixation d'une fourchette pour le prix. C'est ce que vous dites, ça. Mais je vous le dis de façon claire et distincte que le régulateur n'avait pas à fixer une fourchette de prix. C'est une grosse erreur et qui viole allègrement et sans vergogne la loi sur la concurrence. Très bien. Et pour ça, certains ont décidé de faire un boycott. Attends, ne me dites pas que vous étiez un partisan du boycott, Marius Komoé. C'est vous qui le dites et vous me prêtez des intentions. Non, je vous pose la question. Non, mais j'ai toujours soutenu ce combat et le contenu de leur revendication était le nôtre. Tout à l'heure, vous parliez du régulateur. Permettez-moi de vous couper. Vous parlez du régulateur, alors qu'en fait, vous boycottez les opérateurs qui, manifestement, n'ont fait qu'appliquer des mesures qui sont venues du régulateur. Non, il n'y a pas eu que les opérateurs. Il y a eu également la RTCI. Comment vous boycottez la RTCI? Mais nous n'avons pas boycotté. Nous nous sommes plaints donc des pratiques du Conseil de régulation, pas de la Direction générale. La Direction générale n'est qu'une structure qui exécute justement les décisions du Conseil de régulation. Les opérateurs, ce sont eux qui sont à la base de nos difficultés. Mais pourquoi? Mais ils ont reçu une injonction de s'aligner, vous le savez comme moi. Ils ont reçu l'injonction de qui? D'une structure de l'État. Mais attention. Donc c'est l'État. C'est l'État, mais je vous relance là-dessus. En boycottant l'opérateur voit donc ses chiffres d'affaires baisser, l'obligeant donc à aller à la table de discussion avec l'État pour lui dire attention, tu nous as demandé de faire ci, tu nous as demandé de faire cela. Voilà la grogne populaire qui s'impose à nous, au point qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre une bonne partie de notre marché.
On fait quoi? La preuve, la RTCI les a reçus. Ouais. La RTCI est revenue. Vous pensez avoir gagné ce combat avec ce qui s'est passé au final? On n'a pas fini et on doit continuer. Quelle va être la suite? La suite, c'est de rendre l'Internet accessible à tous en diminuant le coût drastiquement, et ça j'allais le dire, de façon claire et distincte. Il faut que le prix de l'Internet, le coût de l'Internet baisse en Côte d'Ivoire. Le prix de la téléphonie mobile baisse en Côte d'Ivoire. C'est encore trop cher pour des pays pauvres très endettés comme le nôtre. Quand vous prenez, évidemment, c'est normal, vous êtes l'association des consommateurs, le parti des consommateurs, mais il faut qu'à un certain moment, les entreprises, qu'elles soient de téléphonie ou ailleurs, ne se cassent pas la figure parce qu'on aura à tout va ne pas respecter un minimum pour ce qui est du coût réel, justement, du service. Quand une société fait plus de 100 milliards de bénéfices nets l'année, vous pensez que c'est une société qui n'est pas viable? C'est moi qui pose les questions. Les 100 milliards, vous trouvez que cette compagnie ou les autres ne devraient pas faire 100 milliards de bénéfices quand l'État de Côte d'Ivoire perçoit 3% sur le bénéfice net de chaque acteur du secteur des téléphonies et de l'Internet pour alimenter les caisses d'une structure qui est en charge de développer l'économie numérique sur l'ensemble du territoire et qui n'est autre que l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, 3% du bénéfice de chaque opérateur est reversé à l'ANSUT. Ça, vous le savez au moins? Mais bien sûr, mais c'est une bonne chose. Vous le savez que la TCI également perçoit justement des amendes, perçoit énormément des milliards sur les opérateurs qui lui permettent naturellement de fonctionner. Et vous savez que malgré tout ça, les opérateurs se tapent plus de 100 milliards de chiffres de bénéfices annuels. Ça, c'est colossal. Mais c'est un bénéfice qui sera taxé, évidemment. Il y a une taxation sur les bénéfices, vous le savez. N'empêche que l'opérateur gagne toujours. Mais justement, il faut qu'une entreprise gagne pour qu'elle soit viable, pour qu'elle continue justement de donner de l'emploi aux Ivoiriens. Le secteur de la téléphonie mobile et de l'Internet est un secteur assez viable. Non, je ne veux pas qu'on soit dans du tout blanc ou du tout noir. Moi, je ne suis pas en train de dire que les entreprises doivent faire plein d'argent sur le dos des Ivoiriens. Je vous dis, puisque vous êtes responsable, il faut qu'à un certain moment, vous nous disiez aussi qu'il y a un secteur qui doit vivre et que quand le secteur va se casser la figure, ce sont les mêmes consommateurs qui vont en payer le prix fort, puisqu'ils vont être au chômage, etc. Vous avez un secteur d'activité qui totalise aujourd'hui plus de 20 millions d'Ivoiriens abonnés à leur service. Je vous prends la fibre optique. Mais la fibre optique n'est pas une invention des opérateurs du secteur. La fibre optique est un produit purement ivoirien de l'État de Côte d'Ivoire via l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Mais pourquoi nous-mêmes, notre propre produit, nous avons investi, c'est avec l'argent du contribuable ivoirien. Non, je vous en prie. C'est avec l'argent du contribuable ivoirien que nous produisons la fibre optique. Et malgré cet état de fait, la fibre optique nous est facturée à 25 000, à plus de 25 000 mensuellement. C'est inacceptable. Non, ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes bien au courant du fait que chaque opérateur a son tarif pour ce qui concerne la fibre optique. Il y a des opérateurs qui font 25 000, il y en a qui font 15 000, et vous le savez. Mais je vais vous dire, justement, je suis en train de vous dire que la fibre optique est un produit national, produit par une entreprise ivoirienne, une administration ivoirienne. Malheureusement, le prix de l'Internet, de la fibre optique via l'Internet, coûte excessivement cher. Si vous dites 15 000 francs dans la bourse d'un fonctionnaire, dans la bourse d'un agent du secteur privé, vous trouvez ça normal? Non, moi je ne suis pas là pour répondre au fait que c'est normal ou c'est pas normal. Je vous dis, vous nous dites que la fibre optique c'est un truc ivoirien, ça doit être gratuit, mais c'est pas vrai. Non, on n'a jamais dit que ça doit être gratuit. Je dis que ça doit être accessible à la bourse de chacun des Ivoiriens. C'est un investissement à la fois du privé et de l'État, parce que l'État a pour principe de rendre universel quel est le privé? Moi j'ai été membre du conseil d'administration de l'ANSUT. Oui. Donc je sais, je suis au cœur du débat. Je sais tout, et je n'y étais pas pour faire plaisir aux décideurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti de l'ANSUT. Vous êtes parti de l'ANSUT, je suis parti parce que je n'étais pas content de certaines pratiques. Vous savez très bien que les opérateurs investissent dans des câbles sous-marins et autres matériaux justement qui permettent aux Ivoiriens d'avoir une facilité d'accès à Internet. Ne me faites pas croire que tous ces investissements qui sont des investissements lourds sont des investissements de l'État. Sinon, vous seriez quand même en train de nous dire que l'État a les moyens de tout faire. Vous vous trompez largement, renseignez-vous. Dites-nous. L'ANSUT, c'est avec les financements. Mais l'ANSUT, c'est l'accès... C'est avec le financement. Non, je vous donne l'information. Vous donnez que l'ANSUT, le backbone, il y a une confusion. La construction des backbones qui produisent la fibre optique. Attendons. C'est une initiative ivoirienne. Mais bien sûr, avec des financements de l'État de Côte d'Ivoire à travers les opérateurs du secteur. Mais bien sûr, c'est tout l'État qui pousse un certain nombre de technologies. Mais après, vous ne pouvez pas dire
que l'argent que l'État récupère sur les opérateurs qui exploitent ces services, ce sont des impôts, etc. Et l'État va récupérer ça à travers l'ANSUT et autres structures pour déployer l'Internet à travers le pays. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, absolument. Une fois que nous sommes d'accord... Maintenant, quand l'État fait cela, ce n'est pas pour rendre accessible l'Internet et la téléphonie mobile à ces populations. Bien sûr. Mais est-ce que ça a des coûts trop élevés à leur bourse? Vous répondez quoi? Nous répondons non. L'État doit faire en sorte que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, puisse avoir... Parce qu'en fait, la satisfaction des besoins essentiels des populations est une obligation de l'État. Et donc l'État doit faire en sorte que partout où les Ivoiriens se trouvent, ils puissent avoir l'eau, l'électricité, le gaz, le carburant, l'Internet, le téléphone, qu'il soit téléphonie mobile. Ne me dites pas que tout ça gratuitement quand même. Pardon? Ne me dites pas que tout ça sera gratuit, parce qu'à vous entendre, en regardant le pouvoir d'achat d'un Ivoirien, on prend les moyens. L'État doit réfléchir pour pouvoir fixer le prix d'un certain nombre de produits de très grande consommation, d'ailleurs qui contribuent à l'éducation de nos enfants. Très bien. Parce que quand vous prenez l'Internet aujourd'hui, pour les cours magistraux à l'université, c'est avec justement l'Internet. Alors parlons quand même des autres actions. Vous êtes au niveau du Conseil national de lutte contre la vie chère. Absolument. Alors, là encore... Et vous devez faire votre travail, et vous devez permettre à ce type d'organe d'être très, très présent dans le combat pour faire reculer la vie chère. Mais Marius Komoué, les résultats ne sont pas bons, là. Soyez rassurés d'une chose. Oui. Nous avons été l'un des acteurs principaux de la création du Conseil national de lutte contre la vie chère. C'est des propositions que nous avons faites à l'État. Oui, mais parce que tout simplement, vous savez, dans une lutte, vous adoptez des stratégies pour faire avancer la lutte. Et à la matière, en demandant la création du Conseil national de lutte contre la vie chère, nous l'avons fait accompagner par un autre conseil, qui n'est autre que le Conseil national de la consommation, qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous entendez parler du Conseil national de la consommation? Mais ça, c'est vous. Comment vous faites? Bien. Non, c'est des structures étatiques. Parce que la data, ça fait plus parler. C'est pas moi qui ai nommé le président du Conseil national de lutte contre la... le Conseil national de la consommation. C'est pas moi encore qui nomme la secrétaire exécutive ou le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. Mais vous n'avez pas nommé, mais vous observez leur façon de travailler. Un peu plus loin, nous avons encore demandé la création d'un Conseil national de lutte contre la contrefaçon. Mais avec toutes ces structures, nous les avons créées. Pourquoi? Pour permettre à l'État d'avoir un outil qui lui permettra, à n'en point douter, d'opiner sur les questions de lutte contre la vie chère et d'assurer une véritable protection des intérêts des consommateurs. Ce qui devrait en principe dédouaner désormais les organisations de consommateurs pour les mettre dans un rôle d'observatrice d'un regard pointilleux sur le marché de la consommation en portant les dysfonctionnements qui y sont constatés auprès des pouvoirs publics en vue des sanctions. Mais ça, vous pouvez toujours le faire. Non, voilà l'idée. Mais vous pouvez toujours le faire. Dans l'exercice, maintenant, le Conseil national de lutte contre la vie chère, dans sa première phase, dans sa première monture, nous n'étions pas associés aux activités du Conseil. On nous a toujours écartés. On voulait tout de suite des gens qui étaient des bénis oui-oui. Il n'y a même pas plus de 4 à 5 mois. Mais c'est parce que Marius Komoué n'y est pas que les autres sont pas légitimes. Il n'y a même pas plus de 3 à 4 mois qu'on nous a associés aux délibérations, aux activités du Conseil national de lutte contre la vie chère. Mais nous y sommes et nous constatons tout simplement qu'il y a beaucoup à faire. Et nous nous sommes engagés d'aider justement le Conseil à retrouver toutes ses lettres de noblesse. Et à la matière, il n'y a pas... Vous savez, le Conseil national de lutte contre la vie chère n'est pas un organe de répression. On est d'accord. Vous avez un département ministériel qui a des services qui ne sont autres que les contrôleurs de prix. Mais quand un contrôleur de prix va sur le marché de la consommation, l'État lui donne le plein pouvoir d'aller réguler le marché de la consommation. Mais s'il va pour satisfaire ses attentes, s'il va pour racketter les boutiquiers, s'il va pour racketter les magasins, s'il va pour racketter les opérateurs économiques, parce que c'est des plaintes récurrentes. C'est des plaintes, mais vous le dites. Sous M. Billon, cette information lui était parvenue. Je ne peux pas vous laisser dire. Mais croyez-moi, il avait pris une décision de surseoir à tout contrôle du marché de la consommation. Non, attention. Vous dites, il y a du racket, ça c'est le fameux serpent de mer. Vous êtes une association de consommateurs. Nous dénonçons tous les jours. Je ne veux pas que vous soyez un Ivoirien lambda qui parlerait au bistrot. Nous dénonçons tous les jours. À quel moment vous allez véritablement regarder des sujets qui ne sont pas des sujets de buzz? Les associations de consommateurs, vous en avez des crédibles dans ce pays. Soyez rassurés d'une chose. Et ne donnez pas l'impression que ces associations-là n'existent pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Pour terminer. Une association de consommateurs n'est pas une structure étatique. Une association de consommateurs, c'est une structure privée,
mises en place par des consommateurs qui ne se plaisent pas dans leur situation. On n'arrive pas à manger à notre faim, on n'arrive pas à scolariser nos enfants, on n'arrive pas à assumer les charges sociales qui sont les nôtres. Vous parlez de certains, évidemment. Mais qui est en charge de faire le bonheur des populations? Qui vient vers nous pour nous promettre moins et merveille? Aucun responsable d'association de consommateurs ne va devant les populations pour dire votez-moi, je ferai ci, je ferai cela. C'est les élus qui ont en charge de faire notre bonheur. Nous ne prélevons aucun centime sur le salaire d'aucun Ivoirien. En Côte d'Ivoire, ici, vous avez des centrales syndicales. Vous avez l'UGTC, vous avez la centrale d'unité et autres. Mais vous les entendez où? Oh, ailleurs. Mais c'est ces centrales syndicales, en France, partout, en Afrique, c'est les centrales syndicales. Mais on leur donne 200 millions, 300 millions pour leur financement. Et puis c'était, mais nous, moi je ne reçois aucun centime de l'État, ni d'aucune structure étatique. Vous l'avez succinctement dit, c'est une pique qu'il a lancée à ces dernières. Ah oui, bien sûr, mais c'est une réalité. Et chacun aura l'occasion de s'exprimer. Marius Komoé, vous l'avez vu, qui est le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. J'allais dire un matador contre la vie chère, on va dire, mais plutôt c'est un guerrier, vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Il tient justement à ses positions. Il pense que la Côte d'Ivoire et l'ensemble de la communauté devraient se mettre ensemble pour bouter hors de nos frontières, hors de chez nous, la vie chère. C'est un rude combat. On le retrouvera sans doute sur ce plateau à une autre occasion. C'était à la faveur donc de la crise des data qu'il fallait qu'on parle avec ce matador, je vous l'ai dit. Merci à vous. C'était un sans langue de bois en compagnie justement de Marius Komoé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Portez-vous bien sur Live TV.